Si Elon Musk était né dans les années 30, il aurait probablement eu le même destin que ses deux étudiants. Ils ont eu un projet fou, construire une vraie fusée dans leur jardin. Après 2 explosions qui leur valent le surnom d'escadron de la mort, les autorités leur demandent gentiment d'aller jouer ailleurs. Pourtant, ils se découragent pas, gagnent en notoriété, et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est à eux qu'on demandera d'analyser les V2 allemandes, l'arme ultime des nazis. Un missile capable de tenir près d'1 tonne de charge explosive avec une portée de plus de 300 km, là où les anciens modèles portent 10 fois moins lourd, 30 fois moins loin, et très imprécis en plus de ça. C'est comme ça que les deux bonhommes créent la JPL, Jet Propulsion Laboratory, qui est aujourd'hui le centre de recherche le plus renommé de la NASA. Tout ça en partant de leur jardin. Ça paraît fou, mais contrairement à une idée reçue, il n'y a pas besoin de milliers d'ingénieurs de la NASA pour faire ça. On va voir aujourd'hui comment marche une fusée et ce que vous allez devoir faire si vous voulez aussi envoyer votre voiture dans l'espace. Évidemment, ne reproduisez jamais ce qu'on va vous dire, c'est extrêmement dangereux. Ah oui, cette vidéo est en partenariat avec CyberGhost VPN, j'en reparle pendant la vidéo, on a de grosses réductions à vous offrir. Aller dans l'espace grâce à une fusée à eau, est-ce que c'est possible ? Pour envoyer une fusée sur orbite, sur le papier, c'est étonnamment simple. Il faut atteindre la première vitesse cosmique. Tout objet qui atteint la vitesse de 7,9 km/s ne retombe plus jamais sur Terre. Sauf que 7,9 km/s, c'est quand même 10 fois plus rapide qu'une balle de fusil. Donc pour atteindre cette vitesse, il n'y a pas de 36 000 solutions. Il faut qu'à un moment, ça pète. Et que ça pète très fort. Tous les astronautes vous le diront, monter dans une fusée, c'est s'attacher à une bombe de plusieurs tonnes dont on essaie de dompter l'explosion. Tu penses sûrement que tu n'as pas d'explosif aussi puissant chez toi pour reproduire une telle détonation ? Eh bien, détrompe-toi, le carburant qu'on va utiliser sort directement de ton robinet. Quand j'étais jeune, je me rappelle qu'à l'école, on avait construit une fusée à eau. Pompe, la bouteille monte en pression jusqu'à ce que... Ça paraît n'être qu'un jouet, mais même les fusées dernier cri de la NASA utilisent ce principe. Newton, le mec des pommes, avait baptisé ça action-réaction. Si t'es sur ton skate et que tu jettes ton sac derrière toi, action, ça va te faire avancer, réaction. Donc pour que ta fusée décolle, le but est d'expulser vers le bas un maximum de matière en un minimum de temps. La NASA le fait avec des gaz brûlants, et nous, on le faisait avec de l'eau. Problème. Le record actuel d'une propulsion à eau est de 960 mètres. C'est 3 fois plus haut que la Tour Eiffel, mais 10 fois moins haut qu'un avion de ligne. Il existe heureusement une manière beaucoup plus efficace. Est-ce que tu me crois si je te dis qu'à partir d'un simple verre d'eau, tu peux produire un gaz qui t'emmènera là-haut ? Pas besoin de matériel high-tech. Juste une pile et 2 bouts de métal que tu plonges dans un verre. Rajoute un peu de sel pour que l'eau puisse conduire l'électricité et attends quelques secondes. Tu devrais voir des bulles apparaître sur les bouts de métal. Magie ? Non, chimie. Tu vois cette tête de Mickey ? C'est l'H2O, la molécule d'eau. Les oreilles, ce sont 2 H, 2 atomes d'hydrogène, et au centre, O, l'atome d'oxygène. Quand le courant va passer dans l'eau du verre, il va arracher les oreilles de la tête, on appelle ça le craquage de l'eau. Les hydrogènes vont être attirés par le pôle moins de la pile, alors que les oxygènes vont migrer vers le pôle plus. On aura donc l'hydrogène qui va s'accumuler d'un côté et l'oxygène de l'autre. Comme ces atomes n'aiment pas être tout seuls, ils vont prendre une forme plus stable en s'associant par paires pour former des bulles de gaz, du dihydrogène H2 et du dioxygène O2. Séparément, ces gaz sont peu inflammables, mais quand ils sont mélangés, il suffit d'une petite étincelle et boum ! Une explosion assez puissante pour faire décoller notre fusée. Mais nous, on vise l'espace. Quelle altitude ça fait ça ? Eh bien, la frontière de l'espace officielle existe, ça s'appelle la ligne de Kármán, à 100 km d'altitude. Il nous faut donc assez de carburant. Or, avec un pack d'eau, tu peux produire assez de gaz pour propulser une pomme dans l'espace. Sauf que ça, c'est dans un monde parfait. Le problème, c'est que si on fait tout péter d'un coup, on a 99% de chances d'éclater la fusée en 1000 morceaux. Il faut canaliser l'explosion, l'étaler dans le temps, un peu ce que fait la gazinière de ta cuisine, en moins violent. Problème, ce type de gaz est tellement instable qu'à la moindre surchauffe, la moindre fuite... Pour régler ça, j'ai peut-être une solution, un combustible solide. Aller dans l'espace grâce à une fusée au sucre. Le principe des feux d'artifice est simple. Tu enflammes un tube contenant de la poudre à canon et... L'avantage, c'est que t'as pas besoin d'un réservoir lourd et compliqué qui doit supporter des tonnes de pression. C'est juste un morceau de carton.
Aussi, peu de risque d'explosion car pour atteindre la poudre du haut, le feu doit d'abord brûler la poudre du bas comme une cigarette. Vous vous en doutez, la NASA n'utilise pas de la poudre de pétard, mais son évolution, le propergol solide. Comment on en fabrique ? Il y a plein de méthodes originales, à base de saucissons, de pâtes ou encore de bonbons ours. Une recette sort du lot pour sa puissance et sa facilité, les Sugar Rockets, des fusées au sucre. Mais le sucre, ça ne brûle pas. Pour que ça s'enflamme, il manque quelque chose. Tu as peut-être déjà entendu parler du triangle du feu. Il dit qu'on ne peut créer une combustion que si 3 éléments sont réunis. Un combustible qui apporte les charges moins, un comburant qui apporte les charges plus et une énergie d'activation, l'étincelle qui lance la réaction. Les ingrédients ne sont donc jamais choisis au hasard. Dans ta cheminée, le bois est le combustible, le comburant est l'air ambiant et l'énergie d'activation, c'est l'allumette. Étouffe le feu, il ne brûle plus. Enlève le bois, pareil. Il nous faut donc compléter notre triangle du feu. Le sucre est un excellent combustible. Un comburant qui fonctionne très bien avec lui, c'est le salpêtre. On en trouve par exemple dans les désherbants pour se débarrasser des souches ou dans la charcuterie. Mais attention, on ne mélange pas sucre et salpêtre n'importe comment. Il faut donner à notre poudre notre propergol, la forme d'un cylindre percé pour permettre au gaz de s'évacuer vers le bas grâce au canal, pendant que la combustion brûle les bords du tube. Ça tombe bien, puisque notre mélange contient du sucre. En chauffant, on obtient un beau caramel mou, qu'on peut modeler à notre guise quand il est encore tiède, puis refroidir et durcir avec la forme voulue. Par contre, là, on va pas se mentir, chauffer une pâte de poudre à canon, on sent que c'est pas une bonne idée. Des youtubeurs ont tenté et certains ont frôlé la catastrophe. Go get it, run. Il reste un dernier détail à régler, la tuyère. Pour que ça ne soit pas une vulgaire fusée de feu d'artifice, on peut optimiser la poudre de la combustion grâce à un tube en forme de sablier. C'est une tuyère de Laval, du nom de l'ingénieur qui a conçu cette forme caractéristique. Sans cette tuyère, on perdrait trop d'énergie sous forme de chaleur et de pression. Voilà, notre engin est prêt. Un tube de poudre, une tuyère, et c'est parti pour l'espace. Ça paraît presque trop simple, mais c'est comme ça que fonctionnent les 2 gros boosters de la navette spatiale. Bien sûr, la NASA n'utilise pas de sucre, trop lourd, trop lent, pas assez précis. Leur propergol ressemble plutôt à ça. Sauf qu'on a un nouveau problème. Quand presque toute la poudre est brûlée, la réaction devient instable, le propulseur vibre, et son poids devient une charge inutile. C'est pour ça qu'on s'en sépare. Pour gravir les derniers kilomètres, on a besoin d'un autre type de moteur dont on peut ajuster la poussée juste en ouvrant et en fermant une valve. C'est le moment d'utiliser le mélange hydrogène-oxygène qu'on a fabriqué au début. Et justement, si vous passez votre temps en fusée, vous aurez besoin de CyberGhost VPN. Un VPN va tout chiffrer, tout sécuriser et empêcher qu'on vous localise. Qu'importe où vous êtes, vous pouvez avoir une connexion du pays de votre choix. Vous voulez devenir américain ? Allez, hop, c'est comme ça que vous faites sauter les limites géographiques. Ce n'est pas disponible dans votre pays. Parfait en voyage ou pour accéder à des sites web et catalogues Netflix inaccessibles, CyberGhost VPN pèse lourd dans le game du VPN. Validé par la Street, 5 étoiles sur Trustpilot et preuve de leur sérieux, aucun log conservé, CyberGhost VPN ne peut pas savoir quel site chelou vous consultez. C'est pour ça qu'on vous régale avec une grosse promo. Moins 84%, 4 mois gratuits, 7 appareils protégés sur tous les supports, c'est moins cher que le prix d'une fusée. Satisfait ou remboursé, alors n'attendez plus. Lien en description. Le turbomoteur est la partie la plus cauchemardesque d'une fusée. Allez au boulot, on injecte oxygène et hydrogène dans une chambre de combustion. 3, 2, 1, allumage. On a une belle flamme contrôlable. Facile, non ? Ok bon, on a sauté quelques étapes. Pour éviter d'avoir à entreposer un gaz hyper instable et dangereux, l'oxygène et l'hydrogène sont au départ stockés sous forme liquide dans des réservoirs séparés. Il te faut donc une pompe pour les amener jusqu'au moteur. Pour l'hydrogène, facile. Par contre, pomper de l'oxygène liquide, c'est une autre paire de manches. L'oxygène liquide, c'est froid. Genre vraiment très froid, moins 182 degrés. Ce qui fait que tout ce qu'il touche gèle et devient cassant. Mais c'est pas son seul défaut. Le fait que ça soit un excellent carburant entraîne le fait qu'il est très oxydant. En gros, il essaye de bouffer tout ce qu'il trouve. Il va donc enflammer des choses qui ne sont pas censées brûler, comme la plupart des métaux, les joints en caoutchouc ou l'huile de moteur. Bref, tout ce qui constitue une pompe normale. Il faut donc utiliser des matériaux composites et limiter le nombre de pièces mobiles. Tu commences à percevoir le challenge ?
Et en plus, une fois qu'on a construit une pompe qui gère un liquide froid comme la mort, hyper corrosif sans finir bouffé de l'intérieur, on fait quoi? Admire le légendaire moteur Merlin développé par SpaceX. Falcon 9 possède 9 moteurs comme celui-là, ce qui nécessite de les alimenter par presque 3 tonnes de carburant par seconde. Une fois les moteurs allumés, ils produisent une force énorme, plus de 800 tonnes de poussée. Et heureusement, c'est comme ça qu'on les a conçus. Ça veut dire qu'il règne une pression énorme dans la chambre de combustion. Comment on fait pour injecter nos 3 tonnes de carburant dans un réacteur déjà plein à craquer? Eh ben, on prend une pompe très puissante. Je pense qu'à ce stade, t'as compris qu'il nous fallait construire le Super Saiyan des pompes. T'imagines qu'une bête pareille, ça bouffe une énergie colossale pour fonctionner. Et on la trouve où cette énergie? À ce stade de conception de la fusée, les ingénieurs devaient être au bout de leur vie et carburer au café depuis plusieurs mois parce que la solution qu'ils ont proposée, c'est ni plus ni moins que on n'a qu'à alimenter notre pompe par un autre moteur de fusée. Je rigole pas, ils n'ont rien trouvé de mieux que de rajouter dans leur réacteur un mini propulseur juste pour faire fonctionner la gigapompe. Mais pour faire démarrer ce second propulseur, il faut encore une autre pompe. Inception des réacteurs. Un cauchemar qui, tu t'en doutes, a rendu dingue des milliers d'ingénieurs. Une solution qu'ils ont trouvée, c'est de lancer toutes les pompes au démarrage grâce à des amorces d'explosifs. On continue la liste des problèmes? Tu te souviens de la tuyère, ce bout de métal qui canalise la poussée? Le problème, c'est qu'un bout de métal ne peut supporter l'apocalypse de feu de plusieurs tonnes de propergol. Faut trouver un moyen de refroidir tout ça. Mais ça tombe bien, on a justement de l'oxygène glacé comme jamais à disposition. Il suffit de détourner quelques tuyaux pour les faire circuler autour de la tuyère. C'est le petit serpentin que tu vois s'enrouler ici. C'est ce genre de plomberie capable de supporter tous les feux de l'enfer tout en transportant le liquide le plus relou possible sans bien sûr se dilater avec la chaleur ni risquer la moindre fuite. Avec tous ces éléments qu'on rajoute petit à petit pour régler chaque problème, le moteur est au final tellement complexe qu'il est impossible de le tester en entier avant le jour J. Et n'oublie pas que dans une fusée, chaque gramme compte. On n'a donc évidemment pas le luxe de mettre un système d'évacuation pour les gars qui sont dedans, au cas où ça se passerait mal. Pour monter dans cette fusée qui essaie quand même très fort de te tuer, va donc falloir être sacrément sûr de toi ou suicidaire. À toi de juger à quelle catégorie appartient le platiste Michael Hughes qui a fabriqué sa propre fusée artisanale pour décoller avec. Il était bien décidé à prouver une bonne fois pour toutes que la Terre était plate. Oh, le parachute de la fusée s'est détaché par accident et il s'est craché en plein désert. C'était un amateur, mais même avec les pros, ça se passe mal. Sur les millions de pièces mobiles que ta fusée comporte, absolument personne ne peut garantir que tout soit parfaite. C'est ce qu'a rappelé au monde la navette spatiale Challenger en 1986, la pièce défaillante qui a causé cette tragédie, un joint. Une petite rondelle en caoutchouc d'1/2 centimètre de diamètre qui a mal supporté la nuit froide avant le lancement. Et encore, on n'a fait qu'effleurer la surface. On n'a pas parlé d'aérodynamisme, de stabilisation, de pilotage, de quand décoller selon la position du soleil et des planètes pour utiliser la gravité, de comment on maintient l'équipage en vie, de comment on choisit la trajectoire. Ça pourrait faire un épisode 2, alors dites-nous si ça vous intéresse en commentaire. En attendant, abonnez-vous, merci à tous de nous suivre toujours plus nombreux. Allez les amis, ciao!